tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et je suis trop contente parce que déjà je peux vous faire un update lecture et ensuite c'était des super bonnes lectures donc super contente de vous les présenter et pour pas perdre de temps on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu cette semaine, c'est La fileuse d'argent de Naomi Novik que j'ai lu sur ma liseuse. Donc, il faut savoir que Naomi Novik, c'est une auteure que ma maman aime beaucoup. Elle m'avait conseillé Déraciné pendant au moins 2-3 ans avant que je me décide à le lire l'année dernière, je crois. Et ça avait été un véritable coup de cœur. Donc là, j'avais envie en fait de poursuivre en fait ma découverte de Naomi Novik, savoir si c'était vraiment Déraciné que j'avais trouvé super bien ou si c'était ce qu'elle écrivait et sa façon d'écrire qui me plaisait totalement. Et donc du coup je suis partie sur La fileuse d'argent qui selon moi est une réécriture de contes et particulièrement du conte de Rumpelstiltskin, même si on va dire que ça s'en inspire mais qu'on en est quand même assez loin. Après je connais pas tous les contes non plus donc il y a sans doute d'autres il y a sans doute d'autres influences mais que je n'ai pas forcément reconnues. Et donc pour vous faire un résumé, en fait, on va suivre Myriam qui est une jeune fille qui vit dans une famille qui est très pauvre. Son père est prêteur, sauf que c'est un bon prêteur, on pourrait dire, mais un mauvais receveur puisque il a totalement dilapidé tout son argent en prêtant aux personnes du village. Mais le problème, c'est que quand il faut qu'il aille récupérer son argent avec les intérêts, il n'est pas capable en fait de récupérer son argent. Peu importe l'excuse qu'on va lui donner, elle va lui satisfaire et donc il ne récupère pas du tout son argent. Et eux, pendant ce temps-là, ils commencent à vivre dans la misère jusqu'au jour où Myriam, elle en a un petit peu marre et elle va décider, elle, d'aller récupérer son argent avec les intérêts et elle va réussir comme ça petit à petit à récupérer l'argent que les gens doivent à la famille et en prime, comme il y a les intérêts, c'est vrai qu'ils vont commencer à s'élever un petit peu plus au-dessus de ce qu'ils avaient déjà de base. Et petit à petit, en fait, elle va se faire une sacrée réputation et elle va avoir la réputation en fait de réussir à transformer l'argent en or, ce qui va attirer l'attention du roi Starik, je crois que c'est ça, qui est une sorte de créature mi-humaine, mi-créature de glace, on pourrait dire à peu près. Et eux, en fait, c'est un monde qui est parallèle au nôtre, enfin parallèle au monde de Myriam plutôt. Et eux, par contre, c'est l'hiver et quand ils apparaissent en fait dans le monde de Myriam, on a une énorme vague de froid. Ils sont craints par tout le monde et en fait, comme eux, ils aiment beaucoup l'or. Le fait que Myriam soit capable de transformer l'argent en or, ça va attirer son attention et il va la mettre au défi. Et elle va être obligée de relever les défis en fait du roi pour s'en sortir. Et en gros, voilà le résumé global de l'histoire. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'était juste trop, 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 trop bien. C'est un coup de cœur aussi. Donc c'était pas spécifique à Déraciné, c'est spécifique, je pense, à Naomi Novik. J'adore ce qu'elle écrit, j'adore la façon dont elle a d'écrire. C'est vraiment juste trop, trop bien. Et je vais me répéter parce que ça me fait exactement le même effet que pour Déraciné. Mais j'ai vraiment l'impression, en fait, quand je me plonge dans une histoire de Naomi Novik, de me plonger dans un conte. Sauf qu'un conte, en règle générale, on est plutôt sur un format de nouvelle, c'est assez court, ça fait... je crois que les contes les plus longs que j'ai dû lire, c'était peut-être 6 ou 7 pages, donc on est vraiment sur un format très court. Mais quand on lit un conte, il y a une ambiance de conte, on sait tout de suite à la façon dont c'est tourné, à la façon dont le monde est construit, dont c'est raconté, que c'est un conte. Et là, c'est pareil, sauf que c'est un conte qui fait plus de 500 pages au final. Donc on a ce côté
récit conte, mais sur un roman qui est très long, très développé et je suis totalement conquise. C'est vraiment super super bien, enfin en tout cas moi qui aime beaucoup les contes, j'adore pouvoir avoir ce côté réécriture, mais en même temps garder en fait cette saveur en fait d'écriture. Et donc voilà, ça c'est déjà le premier point positif pour moi. C'est vraiment topissime. Et ensuite au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, c'est super bien en fait. Les personnages sont cohérents, ils sont ni tout blancs ni tout noirs. Bon, à plus ou moins certains vont plutôt plus noir que blanc et inversement, mais ils sont assez nuancés. Les personnages principaux, donc essentiellement de Myriam et de Vanda, on les aime bien, c'est des femmes fortes qui essayent de s'élever et de sortir un petit peu de la misère dans laquelle elles sont, mais elles ont des côtés un petit peu pas terribles quand même. Et je trouve ça vachement cohérent, je trouve ça vachement bien. Et voilà, franchement, les personnages super bien. La façon dont c'est écrit, ça rejoint ce que je disais juste avant, mais il y a aussi une alternance de points de vue. En fait, on va suivre plusieurs personnages et à chaque fois on va changer en fait de point de vue. Et l'auteur, elle va changer un petit peu la façon de narrer l'histoire en fonction du personnage et surtout de l'âge du personnage. Et c'est vrai que c'est pareil, ça fait totalement rentrer dedans et on sait avec qui on est juste à la façon dont elle l'écrit. Et ça, selon moi, c'est encore vraiment super bien. Et par rapport à cette alternance de points de vue, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment bien, au tout début, on va suivre vraiment le personnage de Myriam. Et au fur et à mesure, en fait, qu'elle va rencontrer des gens qui vont devenir eux-mêmes des personnages principaux de l'histoire, on va avoir on va avoir cette alternance de points de vue, en fait. Donc chacun va avoir son point de vue. Petit à petit, ils vont se rejoindre. Puis leurs chemins vont se séparer, donc ça va se reséparer en plusieurs points de vue et ainsi de suite et revenir ensemble en fait. Et j'ai trouvé ça super bien aussi. Voilà, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait. Ça apporte quelque chose, je trouve, en fait, à l'écriture et au récit. Et ça, c'est pareil, pour moi, c'était vraiment un point positif. Donc, vraiment super bien. Et en termes d'histoire, de conclusion, de dénouement, tout ce que vous voulez, de développement, il n'y a rien qui m'a embêtée, il n'y a rien qui m'a posé problème. Tout était vraiment super bien. Et ce que j'apprécie en fait, c'est que j'arrive pas trop à savoir en fait comment on va arriver à la fin et comment ça va se finir. On a nos suppositions en tant que lecteur de ce qu'on aimerait bien avoir, mais au final on n'est pas du tout sûr de comment ça va se conclure. Et c'est ça aussi que je trouve trop bien parce que voilà, on est du début à la fin emporté dans le récit et on attend de voir et c'est vraiment super bien. Donc franchement, si vous ne connaissez pas Naomi Novik, si vous ne connaissez pas La Fileuse d'Argent, allez-y. Franchement, si les contes ça vous plaît, si la saveur de l'écriture d'un conte vous plaît, mais que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus consistant et d'un peu plus long surtout, allez-y les yeux fermés parce que c'est vraiment super super bien, c'est très bien écrit. C'est très bien construit et c'est un petit bonbon quoi, c'est vraiment génialissime, donc franchement allez-y, je vous le conseille mais à 300% parce que vraiment c'était génial, donc voilà pour La Fileuse d'Argent de Naomi Novik. Et ensuite, je vous le disais, je sais plus quand, mais j'apprécie vraiment beaucoup de changer totalement de genre entre chaque lecture pour ne pas avoir pour essayer de ne pas avoir trop de déception. Donc là, je suis partie sur du conte, à peu près. Conte, c'est plutôt du fantastique, on va dire. Et j'avais envie de quelque chose de différent, d'une valeur sûre, on va dire, de quelque chose qui se lit assez vite. Et
J'ai craqué et j'ai lu le tome 4 de Meg Corbin de Anne Bishop, donc ça doit être Empreinte Fauve, je crois, que j'ai lu sur ma liseuse. Et donc c'est un tome 4, je vais pas trop vous faire un résumé du tome 4. Globalement, j'ai l'impression que je vous en parle tout le temps de Meg Corbin, c'est terrible. Enfin bon bref. Globalement, si vous ne vous souvenez plus trop de quoi ça parle, ou si vous ne connaissez pas, on va suivre donc Meg Corbin, qui est une prophétesse de sang. Donc en fait, son sang permet d'énoncer des prophéties. Il faut qu'elle se coupe pour pouvoir énoncer une prophétie. Et les prophétesses de sang, elles sont parquées dans des institutions et leur don est mis à la vente en fait. Et elles sont entre guillemets enfermées dans ces institutions, elles ne connaissent rien du monde extérieur. Meg va décider de s'enfuir et va trouver refuge dans l'enclos de Lakeside, je crois que c'est ça le nom de la ville. Et dans cet enclos, en fait, l'enclos des autres. Les autres, ce sont toutes les créatures, donc les métamorphes, les sanguinati. Donc les sanguinati, c'est des sortes de vampires un peu différents de ce qu'on peut connaître. On a les élémentaires, enfin on a vraiment tout un tas d'autres, entre guillemets. Et il faut savoir que l'enclos des autres, c'est la loi des autres qui prime en fait. Et du coup elle va aller se réfugier là-bas pour échapper en fait à l'institution et être protégée par les autres, puisque les humains n'ont pas accès à ces enclos et ne pourront pas en fait la récupérer. Donc voilà, elle va arriver dans cet enclos, elle va découvrir du coup un monde qu'elle ne connaît pas du tout, que ce soit le côté humain ou le côté autre, enfin créature fantastique on va dire. Elle connaît pas du tout et elle va apprendre à vivre tout simplement, à découvrir en fait les caractères de chacun et comment composer avec en fait. Et en gros voilà, il y a tellement de choses que je ne vous dis pas et c'est tellement complexe que j'oublie beaucoup trop de choses. Mais en gros, voilà, ça c'est le résumé du tome 1, du tout début du tome 1. Et ce que j'apprécie énormément dans cette saga de Beat Lit, ce que j'ai dit déjà pour les 3 premiers tomes, c'est qu'on n'est pas sur de la Beat Lit classique, on est vraiment sur un univers qui est très complexe, très travaillé, énormément centré sur la politique et sur les conflits qu'il peut y avoir. Ils sont pas juste effleurés, en fait c'est vraiment ça le point central en fait de cette saga. Et le côté très romance, très attraction, tout ça, on ne l'a pratiquement pas, j'ai envie de dire, voire même pas du tout, tellement que là je vous avoue que fin du tome 4 je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce qu'en fait, moi qui trouve que c'est génial de ne pas avoir ce côté-là et d'avoir le côté politique et tout, j'ai quand même un petit peu envie qu'il se passe quelque chose, pas forcément au niveau romantique, parce que pour le coup les métamorphes sont tellement... c'est pas des animaux, mais c'est des prédateurs, et les humains c'est de la viande pour eux, et voilà, en fait, il n'y a pas d'alternative. Et je trouve ça cohérent, logique. Mais comme Meg c'est une prophétesse de sang, donc c'est comme une humaine, mais au final elle n'est pas considérée comme une proie du fait que ce soit une prophétesse de sang. Il y a tout un truc lié à ça et on a envie qu'il se passe quelque chose, mais non. Et donc je vous le dis, clairement je viens de finir le tome 4 et on n'en est toujours pas là. À chaque fois à la toute fin des tomes, je crois que dans le tome suivant ça peut ça peut évoluer, et en fait pas du tout, vraiment pas du tout. Et mais ça n'a pas empêché que le tome 4 je l'ai trouvé super bien, même si au début j'avoue j'ai été un petit peu perdue dans ma lecture, puisque ce qu'il faut savoir c'est que déjà dans le premier tome en fait on a une profusion de personnages assez conséquente en fait. Et c'est assez difficile de se repérer à qui et quoi, mais dans le tome 1, on peut s'en sortir quand même si on est assez concentré dans l'histoire, ça va.
Et plus on avance dans les tomes, en fait, plus on a de nouveaux personnages, plus on a de nouveaux points de vue, parce que c'est vrai que dans le tome 1, on a essentiellement le point de vue de Meg et quelquefois le point de vue des policiers humains et celui de Simon, donc le métamorphe principal. Mais plus on va évoluer dans les tomes et plus on va avoir des points de vue d'autres métamorphes, d'autres policiers et pas uniquement en fait dans l'enclos où Meg se trouve. On va avoir des points de vue d'autres personnages dans d'autres enclos qui vont forcément se mêler en fait à l'histoire de Meg, mais ça fait une profusion de personnages et je vous avoue qu'au tout début, je ne me souvenais plus du tout de qui était quoi et en plus comme je le lis sur ma liseuse, c'est vrai que je crois qu'il y a des plans au tout début du tome pour essayer de se représenter en fait où se situent les villes les unes par rapport aux autres et je pense que ça peut aider dans la lecture. Mais c'est vrai que comme je lis sur ma liseuse, j'ai pas trop le réflexe en fait de revenir au début, je préfère pas trop bouger et du coup je fais sans la carte et c'est vrai que j'ai été pas mal perdue au niveau des personnages, je me souvenais vraiment plus qui faisait quoi, qui était où. Et voilà, un petit peu perdu. Après, on raccroche globalement plutôt bien les wagons. Et c'était un super bon tome au final. Donc le début m'a pas vraiment déçu. Mais cette profusion de personnages et le temps que les choses se mettent en place. Parce qu'au final, comme il y a beaucoup de personnages, chaque bout d'histoire avance assez lentement. Mais très vite en fait les choses vont se mettre en place. Et très vite on va se rendre compte que la situation qui a évolué petit à petit dans les 3 premiers tomes a pris une ampleur monstre et on va se rendre compte que là les choses vont bouger et que pour l'humanité c'est vraiment pas du tout bon et que en fait les autres, donc les métamorphes, les sanguinati, tout ça, et en fait en termes de prédateurs on est vraiment sur de la gnognotte et les créatures qui gèrent en fait le monde, donc les créatures qui sont bien au-dessus de toutes ces métamorphes, tout ça, sont bien moins civilisées et bien moins prêtes à pardonner quoi que ce soit. Et elle, quand elle décide de se manifester parce que trop c'est trop, et là c'est la galère. Et voilà, on en est à... Là clairement, fin du tome 4, on est sur de... Là c'est la galère, là elles se sont montrées et ça a été quelque chose de fou. Et j'ai vraiment super hâte de lire le tome 5 pour voir comment ils vont faire pour se sortir un petit peu de cette situation, voir si elle va s'améliorer ou au contraire empirer. Et voilà, franchement je vous le conseille aussi, si la Beat Lit c'est vraiment un genre qui vous plaît mais que vous voulez quelque chose de différent, de plus politique, de plus travaillé, de plus complexe, et allez-y parce que c'est vraiment super bien. Et les personnages sont super bien travaillés et ils ont une super bonne évolution, je trouve. Puisque on va avoir le personnage de Meg qui est un peu comme une toute jeune enfant qui ne connaît rien au monde, qui va apprendre petit à petit à découvrir le monde autour d'elle et à grandir au final. Et à contrario, on va avoir Simon qui lui est... il connaît beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'en côtoyant Meg, et du coup les humains qui vont se greffer un petit peu dans l'enclos, il va commencer à apprendre des choses, à développer un petit peu son côté humain, même si c'est pas du tout son but lui de développer le côté humain, mais voilà, il a une évolution dans son personnage que je trouve super intéressante et franchement voilà. Je vais pas trop m'étaler plus, je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais allez-y aussi, Meg Corbin c'est vraiment une saga topissime et j'ai le tome 5 dans ma liseuse, j'ai hâte de le lire, mais j'ai un petit peu peur en fait que ce soit le dernier tome, ce qui serait bien parce que les sagas à rallonge qui tournent un petit peu en rond, voilà, je commence à m'en lasser un petit peu, mais par contre là je me dis en un seul tome terminé là-dessus, si je veux qu'il y ait un petit côté romance qui se greffe, juste un petit côté, je veux pas un truc énorme, juste un tout petit côté, et je suis pas sûre que je serai satisfaite, donc je sais pas, peut-être qu'il y a un tome 6,
Peut-être que c'est en préparation, peut-être que c'est déjà sorti et j'ai pas du tout été enfin je me suis pas renseignée donc du coup je suis pas au courant. Bref, je vous tiendrai au courant moi quand j'aurai lu le tome 5 et si j'ai des nouvelles pour la suite. En tout cas voilà. Et du coup, cette update est terminée. J'avais que 2 lectures à vous présenter, mais c'était de tellement bonnes lectures, franchement. C'était vraiment trop bien. Allez-y, que ce soit La fileuse d'argent ou Meg Corbin. Allez-y, ce sont des valeurs sûres. Bon, allez-y si c'est des genres qui vous plaît, parce que sinon, clairement, ça ne passerait pas, mais trop bien. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!